la Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, on reçoit monsieur André Wilson André Ndombe, c'est ça? Oui, nous recevons le professeur Wilson André Ndombe. Il faut dire qu'il est professeur titulaire des universités, comme on dit d'habitude. Il est bidocteur, docteur en sciences politiques, mais également en ce qui concerne les sociétés et civilisations africaines. C'est également un auteur assez prolifique. Il a à son compteur un peu plus de 6 ouvrages, dont les plus connus du grand public sont le premier, La transmission de l'État colonial au Gabon de 1946 à 1966, Institution, élite et crise, Parti politique et unité nationale au Gabon de 1957 à 1989, et ensuite on a processus électoraux et immobilisme politique au Gabon de 1990 à 2009. Donc c'est quelqu'un qui a souvent eu à s'interroger sur l'évolution politique de notre société, comment le Gabon depuis 1957, sinon depuis 1948, a fonctionné en termes de remplacement de l'élite politique, mais également de l'animation même des processus en ce qui concerne la politique dans notre pays. Donc c'est quelqu'un qui est au fait de l'actualité politique, qui pourrait plus ou moins nous intéresser ce matin, notamment en rapport avec tout ce qui se passe actuellement. Vous savez que on est à quelques jours d'ici, on est à 2 jours de la fin du dialogue politique qui a été initié par Ali Bongo Ndimba, président de la République, chef de l'État, du côté du stade Ngondje, où on a un certain nombre de panélistes, aussi bien de l'opposition que de la majorité, qui discutent sur un certain nombre de sujets en rapport avec le devenir de notre société, mais également comment désormais penser la politique dans notre pays. Donc c'est tout heureux que nous le recevons ce matin. Bon, juste que là, tu ne nous as pas dit quelle discipline il enseigne. Histoire. D'accord. Il est enseignant d'histoire. Sciences Po en fac de droit. Voilà. D'accord. Donc, il est enseignant d'histoire et il enseigne également la science politique en faculté de droit et sciences économiques de l'université Omar Bongo. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. C'est pas souvent qu'on reçoit un intellectuel. Vous êtes un intellectuel ou un enseignant? Ça, c'est aux autres d'apprécier. Ah bon? C'est que bon, le fait de partager et de dispenser les œuvres de l'esprit, on a toujours tendance à être qualifié d'intellectuel. Parce que être enseignant, pour être enseignant, il suffit d'avoir un diplôme. Et le doctorat, en principe, à l'université Omar Bongo et dans les autres universités. Vous êtes docteur, vous avez la faculté, en termes de spécialité, de dispenser des cours dans cette matière-là. D'accord. Mais un intellectuel, c'est quand même quelqu'un qui est prolifique en matière de connaissances et de recherche. Mais donc on peut vous classer dans la catégorie des intellectuels. Bon, c'est peut-être prétentieux, mais bon, c'est pas bon de le dire, c'est aux autres de l'apprécier. D'accord. Qu'est-ce qui fait l'humilité d'un enseignant comme vous? En général, à l'université Omar Bongo, on rencontre 2 qualités d'enseignants. Les enseignants humbles et les enseignants imbus. Vous savez... c'est la quantité des bouquins qu'ils produisent. Parce que les plus imbus ont moins de bouquins. Que les plus humbles. Que les plus humbles. Alors, on peut dire que ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, vous savez. Et puis, quand on atteint ce niveau d'accumulation de connaissances, d'acquisition de connaissances, on a tendance
à s'identifier à vos pairs, j'allais dire au clair, à ceux qui vous ont formés. Et ici, vous les avez bien fréquentés, vous apprenez à être humble, forcément. Arrivé à ce niveau de la vie, quel est le souhait pour vous, étant à l'université pour un étudiant? Vous savez, j'enseigne depuis 28 ans à l'université et c'est toujours un plaisir d'avoir de jeunes collègues qui deviennent doctes comme vous et qui peuvent un jour franchir ou gravir les différentes marches, n'est-ce pas, de la diplomation, quoi. C'est-à-dire les grades et autres, la gradation, vous devenez professeur titulaire par la suite et autres. Et donc, vous avez là une sorte d'écurie qui, effectivement, est prête à vous remplacer et là, vous êtes satisfait. Vous enseignez depuis 28 ans à l'UOB? Tout à fait. Oui. Quelle est l'image ou le petit diagnostic que vous pouvez faire des différents types d'élèves que vous avez, d'étudiants que vous avez reçus un petit peu chaque année? En général, les étudiants, quand ils savent très bien qu'ils ont été bien formés, ils s'en souviennent parfaitement. Mais les autres peuvent avoir quelques amertumes. Mais ce n'est pas le plus grand nombre. Généralement, ils sont reconnaissants. Alors, qu'est-ce que vous répondez, par exemple, quand des personnes disent qu'aujourd'hui, le niveau est de plus en plus bas dans les établissements scolaires? Vous qui êtes là depuis 28 ans, vous avez 28 promotions à peu près. La réalité, c'est que, vous savez, le pays a souffert d'une fracture sociale terrible avec des conséquences sur la société, donc un impact sur la formation de nos élèves et nos étudiants. Ça dure quand même depuis 1994, où il y a eu une pluralité, n'est-ce pas, de grèves qui se sont cumulées au fil du temps. Et par conséquent, il faut croire il faut même le dire, que les programmes n'ont toujours pas été terminés, mais on a validé les années et ça pose problème. Donc vous avez une catégorie d'étudiants qui étaient bien formés jusqu'à un certain temps, et depuis notamment qu'on a institutionnalisé le LMD, il y a un problème sérieux à l'université où les étudiants se battent pour avoir des diplômes mais qui ne retiennent pratiquement rien. Donc je serais tenté de revenir à l'ancien système et puis évacuer un peu ces Mais vous avez appris dans un système là où il y avait le LMD et ça marchait plutôt bien? Non, le LMD est récent, il est parfaitement récent, ça date des années 2000, globalement même en Europe. 2008, ah bon? 2008, c'est ouais. pas le système là que les Blancs utilisaient déjà depuis... Non, ils avaient le système des UV. Mais à l'époque, c'était des unités de valeur. C'était les UV. Donc, moi, je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là, mais c'est davantage la situation de crise sociale que notre pays connaît depuis un peu plus de deux décennies, quoi. Mais pourquoi les intellectuels ne s'expriment pas sur cette situation? Ils le font à travers des grèves, mais ils ne sont pas toujours écoutés. Vous savez, le politique a tout son agenda et par conséquent, il fait tout pour taire toutes les demandes, mais surtout quand il est incapable de résorber ce type de crise. Donc nous avons un problème sérieux dans notre université. Il ne faut pas oublier aussi que nos bibliothèques ont des soucis. Il n'y a pas toujours eu un renflouement des ouvrages attendus et à l'ordre du jour, c'est-à-dire les nouveaux ouvrages n'ont pas été depuis au moins une bonne dizaine d'années achetés par l'université, qui fait qu'on peut toujours accuser nos étudiants, mais si l'espace culturel n'est pas suffisamment épanoui, on ne peut pas espérer grand-chose. Donc il y a une part de responsabilité qui incombe à l'État, au gouvernement, en ce qui concerne l'acquisition des ouvrages, et une autre part qui incombe à l'environnement social global qui affecte pratiquement tout le monde. Parce que nous sommes en situation de crise depuis très longtemps et l'avènement d'Ali Bongo au pouvoir depuis 2009 n'a pas arrangé les choses. D'accord. On a discuté avant que vous ne rentrez dans la salle avec Mosley en disant que les intellectuels, vous ne participez pas au débat public. Vous n'avez pas de plateforme. On a l'impression que vous êtes renfermé, voilà. Que le savoir ne sort pas du campus, la population pratiquement ne sait rien de vous ou de vos pensées sur le plan du travail scientifique. Bon, il faut dire qu'à ce niveau-là, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Premièrement, les intellectuels sont faits pour rester, c'est vrai, dans les laboratoires, les instruments de distribution de la connaissance. Bon, ça c'est la première chose, c'est un sacerdoce. Et à côté de cela, il peut se trouver qu'à un moment donné, les intellectuels puissent descendre dans l'arène politique pour essayer de débattre des questions qui touchent à l'échiquier politique. Mais dans notre pays, quand vous êtes intellectuel, vous êtes toujours pointé du doigt et que lorsque vous prenez position, on a tendance à dire que vous êtes toujours un opposant au système. Mais chaque chose en son temps, à chaque jour suffit sa peine. Il peut se trouver qu'à un moment donné, un intellectuel se détermine à faire de la politique. Ça, c'est le premier niveau de raisonnement. Le deuxième niveau de raisonnement que je retiens, c'est que
la politique a été en fait une affaire pendant longtemps de gérontocrates. Donc les gens qui sont là depuis une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années qui n'ont pas envie de quitter l'espace politique. Donc il accapare au point de bloquer le processus. Donc le renouvellement politique n'est pas véritablement assuré. Les jeunes qui y participent sont là pour accompagner le processus sans toujours avoir pignon sur eux et donc ils sont... on n'assiste pas à une sorte de renouvellement et en même temps une volonté de laisser l'espace politique aux jeunes. Est-ce que c'est ce qui peut être au fondement de l'absence qui peut être au fondement de la crise qu'on connaît actuellement, la question du renouvellement de la classe politique? Je crois que cette question est essentielle et vous avez raison de la poser parce que si les gens sont habitués à une sorte de logiciel qui aujourd'hui me paraît éculé, donc usé, il peut se trouver qu'effectivement les gens ne comprennent pas les enjeux du moment et en même temps ce que les gens oublient c'est qu'il y a une réalité, c'est que le niveau de masse critique des Gabonais s'est densifié avec la pluralité des disciplines qui ont été acquises par les Gabonais, un niveau de connaissance important. Et, vous savez que dans les années 70, même début 80, il y avait très peu de docteurs, très peu de diplômés d'études approfondies, très peu de Gabonais qui avaient une licence, il faut le dire ouvertement. Et d'ailleurs, la plupart des politiques aujourd'hui, quand vous fouillez un peu, vous creusez un peu dans leur vie passée, généralement ils s'arrêtent en licence maîtrise. Donc il y a véritablement un renouvellement du niveau de connaissance dans notre pays qui s'est véritablement massifié, qui permet aujourd'hui à ces individus d'intervenir sur le plan politique. Mais il y a un quadrillage qui est là, c'est canalisé, c'est bloqué, et les autres ne veulent pas aller à la retraite. Et bon, ça, c'est pas tellement de leur faute, parce qu'ils sont restés enfermés dans cet imaginaire collectif traditionnel qui fait que dans la politique est gérée par des anciens. Mais il faudrait qu'ils comprennent que le monde a évolué, qu'il y a de nouveaux enjeux, qu'il y a de nouvelles perspectives et qu'il va falloir changer ce logiciel. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui quand vous qui avez plus ou moins été au cœur de la situation, on va dire dans les années 93, qu'est-ce qui fait la différence entre l'environnement sociopolitique qu'on a connu en 1993 qui est arrivé aux accords de Paris et l'environnement qu'on connaît aujourd'hui né de la crise post-électorale qui a donné naissance au dialogue politique? Il faut dire qu'il y a eu quand même un certain nombre d'événements majeurs à l'international qui font que il y a eu quand même le vent de l'Est, il y a eu cette ouverture, cette sorte de printemps politique en Afrique du Nord et un peu partout, le mouvement des conférences nationales qui a fait tache d'huile dans l'esprit, n'est-ce pas, dans l'imaginaire collectif des Africains, même en Afrique noire, francophone, ça a eu lieu, même si on peut aussi dire on n'a pas atteint vraiment les objectifs escomptés, mais à l'époque, ce sont je ne pourrais pas dire des apprentis sorciers. Il y a eu un certain nombre d'individus qui s'étaient intéressés à la politique pour jouer un rôle, soit parce qu'ils étaient affidés aux politiques, donc partis au pouvoir, soit parce qu'ils voulaient avoir une sorte d'espace politique pour se frayer un chemin. Ça a eu lieu durant la période de la conférence nationale. Et ce sont aussi des reliquats, j'allais dire des rejetons du mouvement de l'Assemblée générale des étudiants gabonais en France. Donc les gens de la GEG qui ont occupé l'espace, espérant à ce moment-là qu'ils allaient maîtriser l'espace politique. Ce qui n'a pas été le cas, ils ont été plus absorbés qu'ils n'ont produit une pilule abortive, n'est-ce pas, de ces anciens qui maîtrisaient cet espace-là. Voilà, donc finalement ils ont été absorbés et qui n'ont pas contrôlé, n'est-ce pas, le mouvement. Donc le parti unique s'est perpétué, s'est pérennisé jusqu'à pratiquement à la période de la conférence. Ce sont ces jeunes qui ont estimé que le moment était venu pour eux d'agir et d'occuper l'espace politique. Ça a été un espoir, ils ont été recrutés, chacun à sa façon, et beaucoup ont été, si vous voulez, positionnés, ils sont devenus des hommes politiques de renom, même sur le fond, quand on gratte un peu, il n'y a pas vraiment une grande culture politique. Bon, il y en a qui sont brillants, on peut les citer, mais ce n'est pas peut-être le lieu de les citer, sauf que ce sont les plus malins et qui ont toujours envie d'occuper l'espace politique, alors qu'ils savent très bien qu'ils ont déjà fait leur temps. Et dans le contexte actuel, qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de société civile qui ne dit pas son nom. Je dis société civile politique, parce qu'il y a une société civile sociale, professionnelle et autres. Il y a une volonté manifeste de changement qui est liée au fait qu'il y a un pouvoir qui est là depuis pratiquement 50 ans, qui se perpétue de père en fils, et la réalité, c'est que les gens ont envie d'en découdre. Donc, cela touche non seulement des individus qui appartiennent, comme on a envie d'ethniciser le débat, à savoir que parce qu'on est
Fong, on est Mienais, on est Pounou, on est Chira, on est contre les Obamba. Mais à l'intérieur du groupe Obamba Oteke, il y a aussi des opposants. Donc le problème touche l'ensemble, n'est-ce pas, des ressortissants gabonais, des Gabonais. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de changer le paradigme, on a envie de changer, de voir autrement les choses. Et nous sommes aussi impactés par ce qui se passe à l'international. Il suffit de regarder ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Il y a eu des changements. Mais en si peu de temps, en 40 ans, on voit qu'un pays comme le Sénégal, un pays comme le Bénin, un pays comme le Mali, il y a eu des alternances politiques au sommet de l'État, alors que nous sommes en train de subir ce statu quo. Donc il y a cette volonté-là de changement véritable qui n'a rien à voir une volonté d'écarter tel ou tel autre. Simplement parce qu'on a envie d'avoir un espace politique nouveau, neuf, avec des ambitions qui participent, n'est-ce pas, de l'embrayage de la machine de développement. Professeur, est-ce que vous, en tant que politologue, est-ce que vous pensez que l'alternance, elle seule, est une solution qui peut amener une dynamique démocratique ou, on va dire, faire en sorte qu'il y ait un changement sur le plan de la gouvernance? Vous savez, la politique est une affaire de modernité. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'adaptent, il y en a qui ne s'adaptent pas. Vous pouvez être jeune et talentueux et ne pas vouloir que le processus démocratique soit embrayé, ça c'est clair. Mais en même temps, je dis que les intellectuels aussi eux-mêmes, ils sont pour une grande partie responsables de ce qui se passe. Ils sont partout à la fois. Ils sont du côté du pouvoir comme dans l'opposition. Mais ceux qui sont du côté du pouvoir, ils n'aspirent pas à ce qu'il y ait une respiration politique dans notre pays. Donc c'est une question de mentalité. Les gens n'ont pas envie que les choses bougent parce qu'ils ont des intérêts liés. Ce qui fait que ça pose problème. Mais moi je suis persuadé que à force d'accumuler des générations, qu'il y ait des gens qui aient des formations variées et densifiées, il y a des fortes chances que les choses changent. Très bien. Alors, on est là dans un environnement où on a vu, au moment du lancement du dialogue politique, le 28 du mois d'avril, le président de la République est revenu sur, du moins, on va dire, il a essayé un peu d'amorcer la situation des crises politiques dans notre pays, qui sont toujours le fait de la contestation électorale. Est-ce que vous pensez que l'attitude de l'opposition en elle-même est une attitude aujourd'hui qu'on pourrait juger crédible, notamment en ce qui concerne le fait qu'on en est toujours à contester les élections malgré la prononciation officielle des résultats? Vous savez, il n'y a pas de contestation qui sorte d'une génération spontanée. Il y a contestation parce qu'il y a des faits qui sont là, qui permettent de contester, d'amener les gens à douter, n'est-ce pas, du résultat sorti des urnes. Et ça dure depuis pratiquement 1990 avec le renouveau démocratique, l'ouverture démocratique, la marche de l'idéal démocratique, qui fait que finalement, on a l'impression qu'il y a comme un statu quo, un blocage, n'est-ce pas, de cette volonté d'ouverture et de changement, et en même temps de l'embrayage du multipartisme véritable dans notre pays. Ce qui fait que... Pourquoi vous insistez sur le mot véritable? J'insiste là-dessus parce que on peut mettre en place des structures, donc des institutions. On peut avoir des textes constitutionnels qui s'expriment clairement, mais qui sont quelque part noyautés par un système qui n'a pas envie de s'ouvrir véritablement. Donc il me paraît presque judicieux d'affirmer aujourd'hui que depuis 1990, on n'a pas voulu qu'il y ait une alternance politique au sommet de l'État. Ça c'est clair, de mon point de vue, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mes livres. Donc vous donnez l'impression que l'opposition et le parti au pouvoir jouent un même jeu? Non, l'opposition immobilisme. L'opposition s'est battue jusqu'à présent pour qu'on atteigne les objectifs escomptés. Même s'il est vrai que la plus grande partie des opposants viennent, n'est-ce pas, du CRU, du PDG du parti unique, ils sont ressortissants, mais au moins ils se sont amendés de cet état, n'est-ce pas, de léthargie politique qui faisait en sorte que ces individus avaient opté volontairement pour un blocage, un maillage de l'espace politique. Un cadrage de l'espace politique pour que les choses... Donc ils ont changé quelque part. Ils peuvent, de ce fait, être d'une certaine manière excusés et rentrer dans le panthéon de l'histoire. Mais justement, vous étiez en train de parler du profil des hommes politiques, un petit peu avec l'âge qu'ils avaient, mais aussi leur capacité à faire de la politique. On vous disait que si on gratte un peu, dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Là, vous dites que les opposants peuvent d'une manière être excusés parce qu'ils ont un petit peu fait certaines actions. Mais si on regarde bien depuis les années, depuis le début, est-ce que le fait de faire partie du CRU, du PDG,
d'en sortir et de crier au loup fait de nous quelqu'un, de valeureux, de valable ou qui puisse être lavé de tout problème ou de tout mal. Il ne s'agit pas de laver de tout problème. Le problème, c'est d'œuvrer en faveur, n'est-ce pas, d'un développement politique pour le pays. Tout le monde s'accorde à dire que l'expression démocratique est la plus admise aujourd'hui dans le monde actuel. Donc, tout ce qui est débattu dans le monde entier participe de cette volonté-là. Alors maintenant, s'il y a des gens qui participent, comme il a dit monsieur Assoumou, de l'immobilisme politique parce qu'ils ne veulent pas que les choses changent. On ne peut pas leur reprocher à ceux qui ont envie que les choses bougent, d'essayer quand même d'ouvrir le champ politique à une ambition qui est l'ambition de la volonté générale. Donc ils sont les porteurs. Ils peuvent le faire de manière tout à fait consciente. Ils peuvent le faire parce qu'effectivement, ils ont compris qu'il faut changer, il faut s'adapter, n'est-ce pas, à l'ère du temps, alors qu'il y en a d'autres qui refusent de le faire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le même jeu ? Les individus en question, qui aujourd'hui sont, de mon point de vue, porteurs de cet idéal, ne sont pas forcément des nullards. Vous prenez quelqu'un comme Ping, il est docteur en sciences économiques. Vous prenez un homme comme Oyemba, il est docteur en droit public. Je pourrais en citer d'autres qui sont suffisamment calibrés, vous comprenez. Mais le plus important, c'est que l'individu se remette en cause pour comprendre qu'il y a de nouveaux enjeux aujourd'hui qui ne permettent plus de bloquer un processus qui est tant voulu par l'espace politique, par la volonté des gens, des Gabonais. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire qui est suffisamment apte à porter, n'est-ce pas, le flambeau de la révolution intellectuelle, politique, sociale de notre pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le même jeu ? Je finis ma question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le même jeu ? C'est juste les pions que l'on change de côté sur le damier. Non. Alors, parce que si on parle de renouvellement de la classe politique, je parle sous le contrôle de Mosley, du côté de l'opposition, par exemple, pendant les dernières élections présidentielles, on n'a pas vu beaucoup de jeunes. Donc c'est un petit peu comme si ce sont les mêmes personnages qui, de gauche ou de droite, gèrent un petit peu la sphère politique. Madame, vous savez, quand je vois quelqu'un comme Ben Boumamba qui aujourd'hui est phagocyté par le pouvoir, c'est pas un jeune. Il est phagocyté ou il s'est fait phagocyter ? Il est phagocyté par le pouvoir. Qui a négocié ? Il s'est fait phagocyter, il a été absorbé par le pouvoir. Mais vous vous souvenez bien de ces manifestations, des actes qu'il a posés. C'est un jeune. Un parmi combien ? Ils ne sont pas très nombreux, mais c'est déjà courageux d'avoir osé. Vous aurez pu me poser la question pourquoi je n'ai pas pu oser. Donc c'est une question d'aspiration du moment. On m'a souvent posé cette question-là, mais je me dis que c'est peut-être pas le moment. Vous comprenez ? Mais il serait trop hasardeux d'accuser ceux qui aujourd'hui prennent la décision de contester le pouvoir politique aujourd'hui, de dire que finalement, parce qu'ils étaient de l'autre côté, ils n'ont pas changé. Le plus important, c'est que cet idéal soit porté par des individus convaincus. Comprenez. Mais il appartient aussi au pouvoir de comprendre qu'on ne peut plus gérer le pays comme si on le gérait en 67, en 60 ou en 2009. C'est pas possible. Professeur, si on faisait un petit diagnostic bref, qu'est-ce qui aujourd'hui bloque sur le plan aussi bien institutionnel que politique dans notre pays qui fait qu'on soit dans une situation de léthargie ? Moi, je crois que le pouvoir en place s'accroche au pouvoir. C'est-à-dire que si le pouvoir en place, avec tous ces affidés, n'avait pas compris en 2000, aux dernières élections, 2016, que les temps ont changé, qu'il y a une aspiration populaire vers le changement et que ça concerne tous les Gabonais, y compris ceux qui sont de l'autre côté du pouvoir, y compris Ali Bongo qui doit comprendre qu'aujourd'hui, il y a une volonté des Gabonais à vouloir aspirer à un changement véritable pour qu'on tourne la page, non pas forcément du bongoïsme, plutôt du parti unique et qui a des réminiscences dans le système politique actuel et qui gère le pays comme si on était encore sur le parti unique. Et c'est une réalité. Et là, j'ai envie de remonter pour poser la question de savoir si aujourd'hui, est-ce que le problème se pose sur la personne qui est au sommet de l'État ou c'est un mécanisme général ? Parce qu'il faut bien que c'est un système dont il est le représentant et qui n'a pas voulu déverrouiller. Parce que s'il avait déverrouillé, on n'en serait pas là. Souvenez-vous qu'en 2009, en dépit de toutes les critiques qu'on avait faites sur son avènement au pouvoir, avec tout ce qu'il y a eu comme primaire contesté par les uns et les autres à l'intérieur même du parti unique, du PDG, eh bien, on l'a quand même laissé prendre le pouvoir. Il n'y a pas eu une contestation aussi manifeste qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, elle est contestée véritablement parce qu'il y a une gestion du politique au sommet qui pose problème, notamment avec l'incursion de gens qui viennent d'ailleurs, alors que le Gabon a quand même suffisamment de cadres formés dans les domaines les plus variés possibles.
possible. Comment comprendre que il y a des talents dans ce pays et qu'on aille forcément recruter des individus qui viennent d'ailleurs? C'est pas possible. Vous n'allez jamais le retrouver au Sénégal, vous n'allez jamais le voir au Bénin, vous n'allez jamais le voir au Togo, vous n'allez jamais le voir dans d'autres pays. Ça ne se voit qu'au Gabon. C'est quand même, ça pose problème. Donc la contestation part aussi de la manière de gérer le politique. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, il y a un clan au pouvoir. Ce clan au pouvoir gère le pays depuis toujours avec une volonté de bloquer le processus démocratique. Vous voyez vous-même comment un certain nombre de bureaux ont été pratiquement effacés des comptes généraux, n'est-ce pas, de la tendance des suffrages, simplement parce qu'il fallait justifier, j'allais dire, l'admission, j'allais dire, le succès d'Ali Bongo. Aujourd'hui, vous comprenez très bien que ça n'est pas passé. Donc, c'est pas parce qu'on a manipulé des chiffres que forcément ça s'impose aux gens. Bon, même si la contestation au Gabon n'est pas visible, mais voyez un peu sur le plan international, voyez un peu la diaspora à l'extérieur. Ce n'est pas parce que ces individus qui sont à l'extérieur travaillent pour X, Y individu. Il faudrait qu'on voit la lame de fond qui effectivement écume, n'est-ce pas, l'imaginaire collectif des Gabonais à vouloir faire changer, bouger les choses de telle sorte que ça suffit, notre pays est en train de s'enfoncer, il suffit de regarder ce qu'il y a autour de nous, des pays comme le Cameroun, comme la Guinée équatoriale, en si peu de temps, pourtant on ne peut pas dire que ce ne sont pas des pays qui connaissent la dictature, mais qui sont en train d'embrayer leur machine de développement. Je dis sur le plan économique et social. Mais regardez aussi ce chez nous, paradoxalement, avec tout ce qui se passe, l'opération Mamba, qui a une explication qui, à mon avis, n'est pas suffisamment fondée, parce qu'il faudrait que ça touche au plus grand nombre, parce que apparemment ça cible un certain nombre d'individus qui ne sont peut-être plus en odeur de sainteté vis-à-vis du pouvoir. Il faudra vérifier tout ça. Alors que vous regardez de l'autre côté une dictature ferme en Guinée équatoriale dont les résultats sont intéressants. Vous parliez tout à l'heure sous cap, n'est-ce pas, du problème des logements et autres. Mais on a un problème de logement sérieux. On a des problèmes. Moi, j'ai été à Lambaréné la semaine dernière avec ma voiture, mais aujourd'hui, elle est complètement bousée. La boîte de vitesse est bousée. Donc, il y a des problèmes de route. Même ces problèmes-là ne pourront pas être résolus avec les mêmes individus qui ont eu l'habitude, n'est-ce pas, de détourner des deniers publics. Donc il faut qu'il y ait une lame de fond pour pouvoir écumer et virer, évincer tout ce... Je voulais vous demander, vous qui avez de l'expérience en matière politique, parce que vous avez écrit sur la politique au Gabon, croyez-vous que les accords de Paris ressemblent au dialogue ? Bon, écoutez, les accords de Paris ont été une bonne messe qui a permis de calmer le jeu, mais en même temps une récupération du politique par le plus grand politique de l'époque, par Omar Bongo. Donc c'était une manœuvre politicienne qui a fini par quoi? Un partage du gâteau. Vous savez, le gouvernement de l'Union nationale, vous le savez très bien, n'a pas réglé les problèmes. Ce sont les mêmes problèmes qui ont été retardés jusqu'à présent et qui vont être encore retardés si le dialogue national actuel ne prend pas le taureau par les cornes pour pouvoir régler les problèmes de fond qui touchent à l'espace politique, donc à l'espace social. Donc, à mon avis, c'est une remise à plus tard des problèmes, mais qui vont continuer, n'est-ce pas, à lézarder le tissu social. Vous n'avez pas d'attente par rapport au dialogue politique actuel? Je n'attends pas grand-chose parce que je ne pense pas que les dispositions constitutionnelles qu'on attend voir véritablement verrouillées une bonne fois pour toutes aujourd'hui, qui ne permettent plus qu'il y ait de rechef la possibilité, n'est-ce pas, du pouvoir actuel de se pérenniser au sommet de l'État. Il faudrait que, à ce niveau-là, qu'on dise, écoutez, il a eu un premier mandat, un deuxième mandat, ça suffit. On revient au fait que quand vous avez déjà passé deux mandats au pouvoir, vous abandonnez le pouvoir, vous laissez le pouvoir à d'autres personnes, qu'il y ait une alternance politique, même à l'intérieur du même parti politique, mais qu'on ne dise pas que le même individu peut avoir des mandats à vie. C'est pas possible, on ne peut plus gérer le mandat ici. Là, il y a un débat comme ça au dialogue, non? Oui, il y a un débat sur la limitation de mandat. Ils sont à quel niveau? Bon, jusqu'à maintenant, on est arrivé, on nous a fait savoir qu'il y avait l'opposition a dû claquer la porte par manque de consensus. Bon, on observe, on attend d'ici le 25. Ça veut dire quoi, Mosley? Qui ne se sont pas entendus, ils n'ont pas accordé les violons, comme on dit, pour pouvoir ressortir de là avec des idées claires et nettes, précises sur certaines questions, notamment la limitation de mandat, la réforme constitutionnelle, comme le disait le professeur tout à l'heure. Donc, on attend, d'ici le 25, on aura Quelle peut être la suite des événements?
La suite des événements, c'est qu'on pourrait arriver à une situation où peut-être tout le monde pourra reposer sur le chef de l'État. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je voulais poser la question de savoir au professeur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a eu assisté au lancement du dialogue politique, Ali Bongo avait fait un discours allant dans le sens de retracer un tout petit peu l'histoire de la contestation. À l'issue du dialogue, quelle idée pensez-vous qu'il pourra mettre en avant pour pouvoir conseiller les points de vue qui sont aujourd'hui suffisamment opposés? Écoutez, ça va être complètement difficile. Même cette histoire de la contestation n'est pas fondée véritablement, parce qu'on sait très bien qu'en 1957, aux élections territoriales, il y a eu effectivement une contestation qui était fondée. Il y a eu un hold-up électoral, n'est-ce pas, de la part du BDG. Ouais. Donc, à ce niveau-là, tout le monde le sait, sauf si on veut faire passer dans l'imaginaire collectif que ça a été une contestation inutile. C'est pas vrai. En 1961, aux élections présidentielles en février 61, il y a eu un consensus. En même temps, on a purgé l'espace politique de tous les contestataires qui n'étaient pas d'accord avec cette volonté d'aller vers une sorte de parti unique qui ne disait pas son nom. Ça a eu lieu. On sait aussi qu'en 1967, on a fait fi, n'est-ce pas, la constitution de l'époque qui était représentative, n'est-ce pas, le multipartisme, en amenant, n'est-ce pas, deux individus à pouvoir se présenter aux élections sans qu'il y ait une contestation qu'on accepte que les opposants qui avaient été mis en prison, par exemple, comme Jean-Hilaire Obama, puissent se présenter. Donc on ne peut pas dire que c'était une contestation qui n'était pas fondée. Vous comprenez? Et en 1960, récemment encore, on a vu comment ça s'est passé. Et depuis 1990, toutes les tendances à vouloir justement qu'il y ait une alternance politique ont été noyées, enfin, comment on appelle ça, enfermées, j'allais dire, noyées, empêchées, n'est-ce pas, d'expression. N'est-ce pas, l'expression. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui du président Bongo à l'époque avait gagné les élections en 1993 entre Mbabe Solo et le président Bongo. En 1998, c'est la même chose. En 2005, peut-être, mais encore qu'il faut vérifier. Alors, vous savez très bien que le système est tellement maillé qu'aujourd'hui, la contestation peut être fondée. Mais il est clair qu'il y a quand même un dialogue. Et à l'issue du dialogue, il faut bien que le président de la République puisse faire un discours, on va dire, solennel, qui va fermer les travaux. Est-ce que vous n'attendez pas quand même quelques mots, quelques expressions ou un discours allant peut-être dans le sens d'engager le pays clairement vers la voie démocratique? Si le président Bongo veut entrer une bonne fois pour toutes dans l'histoire, qu'il soit retenu par les livres d'histoire du Gabon, le président Ali Bongo actuel, s'il veut entrer dans l'histoire, il a intérêt à faire un geste manifeste, clair et qui marque les individus. Comprenez? Quel genre, selon vous? Un genre, c'est-à-dire qu'il accepte que les nouvelles dispositions constitutionnelles qui font en sorte que, quand il aura terminé son mandat, qu'il quitte le pouvoir. Comprenez? Là, on comprendra qu'il aura voulu effectivement que les choses changent. Bon, ça c'est la première chose. Mais ça suppose que les nouvelles dispositions constitutionnelles soient revues dans le sens d'un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Parce que le problème là, on retombe dans la Constitution en 1991. Non, mais c'était là une Constitution voulue par la majorité des Gabonais. Même elle a été instrumentalisée par la suite parce que simplement les gens voulaient encore, n'est-ce pas, des mandats à vie. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Si ce principe est admis, c'est la seule chose qu'on lui demande, que ça ne soit pas rétroactif. Ça ne soit pas rétroactif, c'est pas parce que la dernière fois c'était pas rétroactif, mais ça a été déverrouillé parce que le président Bongo voulait effectivement qu'il renouvelle habitam aeternam, n'est-ce pas, son mandat. Comprenez? Les gens ne sont pas dupes, ils se rendent bien compte qu'on procède par la même stratégie pour atteindre les mêmes objectifs. C'est à lui de démentir ce que les gens sont en train de penser. Vous comprenez? Donc si cela est décidé par lui, parce qu'effectivement, s'il y a un blocage, c'est lui qui doit créer la respiration politique que tous les Gabonais attendent aujourd'hui pour dire que, écoutez, bon, vous avez débattu de toutes ces questions et que moi, en tant que chef de l'État, j'accepte le principe selon lequel, eh bien, la nouvelle constitution va adopter le principe du mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est la clé, parce que de toute façon, c'est lui qui détient le pouvoir. Je ne sais pas qui d'autre peut le faire. En même temps, il faut dire aussi du côté de l'opposition que lorsqu'on négocie, on ne dit pas toujours à celui avec lequel on demande de quitter les rênes du pouvoir, attention, dès que tu quitteras le pouvoir, on t'enverra à l'échafaud. Il faut être plus fin, plus tactique et puis en même temps conciliant. Donc la situation actuelle du pays est une situation gravissime qui peut amener le pays dans des situations inédites. Ce n'est pas souhaitable, il vaut mieux que les gens se parlent et discutent. D'accord. Merci Mosley, merci professeur.
Je vous en prie. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Tu as quelque chose à ajouter? Non. Pour terminer? Non. C'était donc le Da Fresh Morning. Ce matin, on recevait le professeur Wilson André Ndombe qui nous donnait un peu son opinion sur les questions politiques dans notre pays, le Gabon. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver René Ruth qui est déjà dans le Da Fresh Morning. René Ruth qui est avec nous. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour à tous nos fidèles auditeurs. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'association Yuri, organise la première édition du Libreville Fitness Tour sous le thème « La femme au cœur du développement par le sport ». Le Libreville Fitness Tour, c'est une caravane sportive exclusivement dédiée aux femmes. Le Libreville Fitness Tour, c'est 3 communes, Libreville, Ovendo et Akanda, 4 sites et 5000 femmes à former. Vous êtes une femme âgée de 15 ans et plus, vous désirez apprendre les bases des exercices sportifs, rejoignez notre caravane en vous inscrivant pour le Libreville Fitness Tour à partir du jeudi 11 mai 2017. Droit de participation unique pour les 4 étapes, 2500 francs CFA, 4 dates et 4 sites à retenir. Samedi 27 mai à la tribune officielle du bord de mer. Samedi 3 juin sur le parking de la gare d'Ovando. Samedi 10 juin au stade de Nzengayo. Samedi 17 juin au stade d'Angonje de 8h à 11h. Libreville Fitness Tour, c'est aussi des conseils de spécialistes de la nutrition et des coachs sportifs spécialisés. Au programme des exercices, abdos fessiers, zumba, maintien sculpte, stretching. Point d'inscription, City Sport, Spayacine, Maxi Secado, Géant Secado, Super Secado, Prix Import Ovando, Prix Import Nzengayo, Prix Import Okala et toutes les mairies d'arrondissement des communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Infoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'association Yuri. Sponsor officiel Anza, partenaire média Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm